Pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village. Pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village. Pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village. Quand on pense à nos enfants et à l'école, on ne pense pas souvent que les professeurs aussi doivent bénéficier d'une formation continue. Les programmes évoluent, les techniques d'apprentissage et d'enseignement aussi. Aujourd'hui, le numérique s'introduit partout et le partage des savoirs est indispensable. Il passe aussi par la recherche et l'université, voire l'international. Cap Éducation, Ina Boureille. Merci Lucille Boncompin de m'accueillir à la direction diocésaine de l'éducation catholique à Bordeaux, où nous allons parler de tous les sujets importants de la rentrée, mais plus particulièrement de ceux dont vous êtes en charge aujourd'hui. Alors, vous êtes docteur en sciences de l'éducation et vous êtes adjointe à la directrice de la direction diocésaine de l'enseignement, qui est Isabelle Desbourbous. Bonjour à vous. Bonjour. Ces temps de rentrée sont toujours très chargés, donc j'imagine que vous avez préparé bien en amont la rentrée de septembre 2018. Absolument. Et que vous avez peut-être tiré des enseignements de l'année précédente pour nous parler aujourd'hui de ce qui va nous occuper. Nous allons nous inscrire dans la continuité, effectivement, de choses amorcées l'année dernière, en particulier dans le champ du développement professionnel des acteurs de notre réseau enseignement catholique de Gironde. Ce sur quoi vous vous êtes penché et dont on va parler, c'est quelque chose un peu complexe et inhabituel de le partager peut-être avec tout un chacun, parce que souvent on ne parle pas de la formation professionnelle des enseignants, où on ne sait pas très bien comment ça se passe. C'est un peu mystérieux. Oui, sans doute. En tous les cas, lorsqu'on en parle, on parle souvent de formation initiale des enseignants. Moi, je vais vous parler de la formation continue, en tous les cas, du développement professionnel, non seulement des enseignants, mais des chefs d'établissement, que nous proposons à la direction diocésaine, puisque se former tout au long de sa vie fait partie d'une compétence attendue des enseignants. Et aujourd'hui particulièrement, les jeunes changent beaucoup, les familles aussi, le monde économique, les métiers aussi. Lorsqu'on accompagne des jeunes, des familles et même des enseignants dans notre réseau, eh bien, nous avons besoin de les accompagner à ce développement finalement professionnel lié à leur développement personnel. Alors, pour ce faire, vous avez mis au point un certain nombre de structures dont on va parler aujourd'hui. Ces structures, elles ont la particularité, peut-être pour commencer, de ne pas être des formations ex cathedra, mais c'est peut-être autrement aujourd'hui, plus moderne. Oui, lorsqu'on parle de formation continue, on peut penser traditionnellement se libérer une journée, une semaine, sortir de son métier, de sa classe lorsqu'on est enseignant, et puis aller dans un centre de formation pour suivre une formation sur une journée et sur un sujet. Là, ce que nous proposons s'inscrit dans un cadre différent de formation, puisqu'on sait que la formation continue efficace aujourd'hui n'est plus uniquement aller passer une journée dans un centre de formation, bien que ça apporte aussi bien sûr, mais disons qu'il est connu par notamment la recherche et des initiatives dans d'autres pays, mais aussi dans le nôtre, que ce qui est efficace, c'est les interactions entre les personnes et donc des réseaux d'apprenants, des communautés d'apprenants. Alors c'est une culture qui est très développée dans certains pays, notamment Singapour et la Finlande. On a des études, les études Thalys qui le montrent, les études sur les apprentissages, les interactions dans les apprentissages, qui ont travaillé sur les impacts du tutorat, des espaces coopératifs ou collaboratifs. Voilà. Et puis les autorités commencent à préconiser ces formes de développement professionnel. Je pense au rapport de Cédric Villani et de M. Torossian en février 2018, qui préconisait des laboratoires de mathématiques dans les établissements
d'établissement. Voilà, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, la formation continue des acteurs de l'éducation va vers la formation de communautés d'apprenants et de réseaux qui ne tiennent donc pas uniquement à un lieu physique, mais vraiment à un réseau de personnes qui vont se rencontrer, alors qu'ils peuvent se rencontrer dans des établissements, dans nos locaux à la direction diocésaine ou ailleurs. Mais que les choses vont tenir de ce réseau d'acteurs et de cet échange, de cette collaboration sur des sujets très concrets, de pratique de classe ou de pilotage d'établissement, et qui seront accompagnés par une démarche, une méthodologie très professionnelle permettant ce développement professionnel. On n'est pas sur un groupe d'échange de paroles libératoire. Nous sommes sur vraiment un travail de développement professionnel. Alors, ça veut dire que dans cette communauté d'apprenants, alors déjà, il faut se familiariser avec les termes, parce qu'on parle plus d'enseignants, mais on parle de communauté d'apprenants. Alors, tout d'un coup, les enseignants sont des apprenants. On est assez content, finalement, de savoir qu'ils peuvent continuer à apprendre. Mais ce sont donc des enseignants, ce sont des directeurs d'établissement, mais qui d'autre encore ? Alors, je vais vous donner des exemples concrets. Nous avons monté l'année dernière, et nous allons poursuivre cette année, 3 réseaux de ce style-là, donc communauté d'apprenants, en Gironde. Un premier réseau qui est un réseau d'enseignants spécialisés, on l'appelle le Learning Lab ASH, puisqu'il s'agit d'une sorte de laboratoire d'enseignants qui vont se retrouver là et travailler à partir de thèmes très spécifiques des pratiques des enseignants spécialisés. Donc un enseignant spécialisé, c'est un enseignant en mathématiques ou en géographie ou en anglais, c'est ça ? Ou en école primaire, mais sur des classes spécialisées où l'enseignant est face à des élèves à besoins particuliers. D'accord. Voilà. Donc, pas une classe ordinaire, mais des élèves avec si vous voulez, des troubles, soit de comportement, soit cognitifs. Voilà, de l'enseignement spécialisé. Donc ce Learning Lab ASH, si vous voulez, cette communauté déjà d'enseignants spécialisés existait auparavant. L'idée, c'est pas du tout de révolutionner les choses, mais c'est d'accompagner et de préciser, sans doute. Donc c'est un réseau qui se rencontre une fois par mois ou par mois et demi et qui va travailler des sujets, des thèmes particuliers de l'enseignement spécialisé. Voilà, avec un expert qui interviendra une vingtaine de minutes sous forme de mini-conférence et puis très rapidement des ateliers collaboratifs de travail, de questionnement et surtout de production d'outils pour la classe qui seront ensuite mutualisés, échangés sur des plateformes numériques. Voilà, de manière à pérenniser les choses et que ce réseau puisse exister au-delà du temps et du lieu de rencontre du Learning Lab. Voilà, on met à disposition sur une plateforme numérique des ressources évoquées autour de ces thèmes-là et les productions des enseignants. D'accord. Alors, quand vous avez fait ça l'an dernier, est-ce que vous avez eu des retours soit d'enseignants, soit de parents qui étaient positifs ? Oui, des retours positifs, des choses encore, bien sûr, à poursuivre et à affiner, de la qualité et de la montée vraiment en compétence du développement professionnel vraiment des personnes. Donc des impacts positifs qui se lisent aussi dans la qualité que nous renvoient les corps d'inspection. Nous n'avons pas que ce réseau de développement professionnel au niveau de l'enseignement catholique de Gironde. Il y a un Class Lab à Bordeaux qui s'est créé donc l'année dernière et qui est, et cette fois-ci c'est une nouveauté, une communauté d'apprenants, d'acteurs, multi-acteurs, donc des enseignants, mais aussi des chefs d'établissement, des chercheurs, des formateurs, des inspecteurs et même des chefs d'entreprise. Oui, donc tous ces intervenants n'ont pas vraiment l'habitude de se rencontrer autour d'une table pour discuter d'égal à égal, si je ne m'abuse. Absolument. Donc ça, c'était effectivement une grande nouveauté et une réelle rencontre. C'est un peu un défi aussi, parce que j'imagine que les enseignants devaient avoir un peu peur de rencontrer des intervenants extérieurs qui peuvent être des intervenants hiérarchiques. Tout à fait.
Tout à fait. C'est en cela que le travail est nouveau, que les rencontres sont tout à fait nouvelles. Voilà, nous avons testé ça l'année dernière. L'impact est fort et très intéressant et nous allons poursuivre. La demande pousse à ce que les choses s'amplifient encore, puisque si vous voulez, à l'occasion de ce Class Lab, nous avons parlé de situations très concrètes qui peuvent se rencontrer soit dans une classe, soit dans un établissement. Cap Éducation, Ina Boureille. Est-ce que c'est vous qui avez proposé les thèmes d'intervention ou est-ce que c'est des thèmes qui sont apparus lors de consultations ? Nous avons axé des priorités de thèmes liés au numérique et à la gouvernance d'une classe ou d'un établissement. À partir de là, des établissements nous ont proposé des situations très concrètes que nous avons choisies. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une situation concrète que vous avez traitée l'an dernier pour que l'auditeur comprenne un petit peu comment ça marche ? Alors, l'année dernière, nous avons traité plusieurs situations. Je vais vous parler d'une situation qui est celle qui concerne pas mal de nos écoles, puisque nous accueillons un nombre croissant d'élèves. Nous avons traité une situation d'école avec une classe de maternelle qui accueille un grand nombre d'élèves, 30 élèves, et une mise en œuvre de modalités pédagogiques particulières de la part des enseignantes de cette maternelle qui permet d'absorber en qualité cet effectif. Voilà. Donc avec une classe multiniveau, petite section, moyenne section, grande section, beaucoup d'autonomie, de matériel et d'ateliers pédagogiquement très aboutis, conçus par les enseignantes. Ça demande des moyens financiers, d'avoir beaucoup de matériel. Alors le matériel y est souvent dans les écoles maternelles, mais ça demandait une conception pédagogique et une organisation précise, ce que l'enseignante a
aussi, et les enseignants, puisqu'elles sont 3, même s'il il y a eu l'initiative, il y a surtout une initiatrice, mais elles étaient 3. Le travail supplémentaire, je dirais, a été sans doute la conception de grilles d'observation et d'évaluation des élèves, de façon à ce que l'enseignante se retrouve en situation d'accompagnement, de remédiatrice et d'évaluatrice, de manière à construire, à proposer des ateliers toujours nouveaux aux enfants et ajustés. Voilà. Ce qu'on constate dans cette classe, c'est effectivement déjà une ambiance de travail et un climat extrêmement paisible et serein qui favorise le bien-être de l'enseignante. Et aussi des enfants, accessoirement. Bien sûr, des enfants, mais qui plus est, les résultats en termes d'apprentissage, les interactions entre eux, qui sont très très riches. Prise d'autonomie aussi des enfants. Ils sont plus organisés, plus autonomes, on leur confie des responsabilités. Organisés, autonomes, oui, sachant aussi évaluer ce qu'ils savent réussir et ce qu'ils savent moins bien réussir et aller chercher de l'aide ou aller dire « ça je sais le faire », ça je ne sais pas encore le faire, comment est-ce que je peux faire ? Voilà. Aller chercher de l'aide auprès d'autres enfants ou auprès de l'enseignante, très facilement. Là, on sent une vraie différence, si vous voulez. Oui, ce qui est capital, parce qu'un enfant qui sait dire « je ne sais pas comment faire », si on l'accueille gentiment et positivement, ça donnera ensuite un adolescent qui pourra toujours dire « je ne sais pas » et un adulte qui dit « je ne sais pas ». Oui, en pédagogie, c'est fondamental de savoir dire qu'un enfant aussi jeune sache dire où il en est et dire ce qu'il réussit et là où il a besoin encore de progresser. Ça peut sembler de l'extérieur presque impossible, mais c'est possible. C'est possible chez le tout jeune enfant. Voilà. Moi, je dirais que ça paraît presque déconcertant. Je veux dire, quand un parent récupère un enfant à la maison à qui, à l'école, on a appris à dire ça, je sais faire, ça, je ne sais pas faire, est-ce que le parent est lui aussi accompagné finalement par les enseignants ? Alors voilà, c'est l'objet du Class Lab, si vous voulez. Ce que le Class Lab va faire, après avoir observé une pratique originale comme ça et le succès, nous avons, au niveau de ce laboratoire Class Lab, parlé, comme vous le dites, des parents, des familles et à quel niveau les familles sont informées, sont partie prenante dans ces modalités, dans ce travail, avec donc des préconisations que peuvent formuler le Class Lab à l'appui de ressources souvent prises dans la recherche internationale, et là on allie vraiment le plus possible le terrain et ce qu'on sait de la recherche. On essaie de faire ce lien vraiment. C'est la valeur ajoutée, si vous voulez, du Class Lab, de ce laboratoire de travail, de cette communauté d'apprenants. L'autre valeur ajoutée, c'est vraiment une communication de cette pratique qui, cette fois-ci, sort non seulement de la classe, mais sort aussi de l'établissement et devient connue d'autres établissements, d'autres enseignants, ce qui produit un effet de dissémination de pratiques ou de l'efficacité observée dans ces pratiques. Et bien sûr, au cœur de tout ça, il y a la valorisation du travail des enseignants et de leur chef d'établissement, du travail de l'établissement. Voilà, le développement professionnel lié au développement personnel, ça passe par cette valorisation des pratiques, valorisée à la fois par le travail qui est fait et ce que l'on en voit, et un ressourcement par ce que l'on sait aujourd'hui de la recherche. Alors, ça nous amène peut-être aussi maintenant à la troisième partie de ce dont vous vouliez nous parler, qui est ce dispositif ANGE. Alors, pour l'enseignement catholique, c'est assez savoureux. Voilà, qu'est-ce que c'est que ANGE ? ANGE, c'est l'acronyme pour ancrage numérique dans la gouvernance éducative. Bon, c'est beaucoup moins angélique finalement. Mais on va garder quand même l'esprit angélique qui nous porte dans ce partenariat stratégique européen, même international, amorcé l'année dernière et pour 3 années, qui repose sur la même démarche que le Class Lab, mais cette fois-ci au plan européen, même international,
avec 6 pays partenaires, 9 partenaires, mais de 6 pays, dont le Québec, dont la Finlande, puis je ne vais pas détailler les autres, mais voilà, c'est un gros partenariat stratégique. Tout repose sur de la recherche-action. Nous travaillons avec des universités, nous travaillons avec des établissements scolaires et nous faisons ce travail de recherche-action entre chercheurs, chefs d'établissement, enseignants, ce va-et-vient à partir bien sûr de situations très concrètes d'établissements scolaires dans le sens du développement professionnel de chacun. Est-ce qu'il y a une situation concrète qui a été mise en place dans les écoles de Gironde avec lesquelles vous pourriez illustrer ce processus ? Nous utilisons le Class Lab et ce que nous pouvons analyser dans le Class Lab pour le projet Ange. Alors, dans le Class Lab, je vous ai parlé de la situation concrète de cette classe de maternelle, mais il y a aussi eu un travail autour de situations de classe en collège qui allient l'utilisation du numérique et le travail en projet interdisciplinaire. Je crois qu'on n'aura pas le temps de le détailler, mais on pourra en reparler. Il me semble que peut-être vous développez ces projets dans des écoles où le numérique est particulièrement développé ou au contraire pas du tout. Voilà, pas forcément. Voilà. L'idée, c'est de ne pas être guidé ou restreint par les moyens, mais de valoriser l'initiative, le travail des enseignants et des chefs d'établissement, l'audace, le travail, l'initiative, la réussite, l'impact sur les apprentissages, la qualité et le bien-être. Alors, tous ces objectifs multiples nous amènent à penser que vous travaillez finalement énormément en amont, ce que les familles, les parents n'imaginent probablement pas. Et c'est pourquoi j'ai choisi de vous donner la parole ce mois-ci, pour que justement ces choses apparaissent. J'imagine que les familles ont aussi leur place dans ces dispositifs et que elles sont partenaires par l'appel, par exemple. Oui, nous travaillons avec l'appel de Gironde le plus possible. Nous avons un projet à l'horizon 2030. Bien sûr, tout le travail, et notamment de développement professionnel dont on vient de parler, s'inscrit dans l'un des axes de ce projet. Et les parents font partie de ce projet, de cet axe. Et bien entendu, nous restons le plus proche possible des parents en termes de travail de terrain, de travail à la direction diocésaine et de communication. Finalement, ce qui est important de noter dans toutes ces nouvelles pratiques, c'est que chacun accepte de changer, de se remettre en question et de faire différemment d'autrefois peut-être. Oui, c'est vrai. C'est pas une évidence au départ. C'est tout un esprit, une déontologie, une règle dans le Class Lab, mais qui n'est pas juste une règle de collaboration, c'est une règle dans notre méthodologie de travail. La méthodologie de travail de ces communautés d'apprenants à laquelle nous tenons et que nous avons travaillé. Une véritable démarche de développement professionnel qui est très travaillée en termes d'animation, si vous voulez, de travail. C'est par cette méthodologie qu'on va bien sûr veiller toujours à la fois à la valorisation des pratiques, mais aussi à la proposition et à la parole équilibrée entre chaque acteur. C'est vraiment fondamental et je crois que c'est lié à la méthodologie de travail. Et c'est en cela que la communauté d'apprenants n'est pas qu'un groupe de paroles, mais un véritable acte de développement professionnel. Merci beaucoup Lucile Boncompin. Le temps est compté, mais je crois qu'on a pu aborder beaucoup de choses rapidement. On développera au fil du temps. Avec grand plaisir et merci beaucoup Yves.